présentation. Il faut que je parle dans le micro aussi. Merci beaucoup de cette présentation et aussi et d'abord de cette invitation. Et vous savez que je viens toujours avec plaisir à la Fondation Napoléon. Et enfin, je viens quand j'ai des choses à dire, disons. Voilà. Et il se trouve qu'en ce moment, oui, j'ai quelques petites choses à dire, puisque effectivement, vous avez gentiment indiqué la chose. Donc, viennent de sortir coup sur coup, à quelques jours près, un petit que sais-je sur la guerre de Crimée. Il n'y en avait pas encore. Alors voilà, j'ai proposé, puis je l'ai fait, où je montre justement non seulement qu'une guerre est aussi un récit, disons, d'événements militaires, mais aussi d'événements, enfin c'est un événement de relations internationales au sens large, et donc j'essaie de resituer dans ce que je connais moins mal, c'est-à-dire les enjeux diplomatiques, et puis aussi, et peut-être même davantage par rapport à ce public, viennent aussi de sortir les souvenirs du Quai d'Orsay, c'est tout, ça vient d'arriver, hein, les souvenirs du Quai d'Orsay d'Hippolyte Després que j'ai édité, et ça, alors il y a tout le Second Empire en fait dans cette partie-là, et c'est un diplomate qui a fait toute sa carrière au Quai d'Orsay, à partir de 1852. Donc il n'est pas connu, c'est un illustre inconnu, mais il était dans les coulisses dans toutes les affaires, et dans sa retraite, il a écrit ses mémoires. Sauf qu'il n'a pas cherché à les publier, et après on les a oubliés, et on a fini par les retrouver, et donc ces mémoires inédits couvrent l'intégralité du Second Empire et les 10 années qui suivent. Et donc c'est un livre auquel je tenais vraiment beaucoup, parce que c'est une source qui, sur toutes les affaires internationales du Second Empire, nous oblige un peu à réviser ce que nous savons, ce que nous pensons, et donc voilà, c'est une contribution à l'histoire qui est toujours en construction, hein, comme tous les savoirs. Et donc là, je citerai quelques exemples. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui est au croisement de ces deux ouvrages, puisque c'est la fin de la guerre de Crimée, le Congrès de Paris. Et puis, il y a dans ces souvenirs du Quai d'Orsay d'Hippolyte Després un récit inédit du Congrès de Paris et de bien d'autres choses, mais par quelqu'un qui était dans les coulisses et qui a malgré tout joué un rôle, non seulement comme observateur, mais aussi donc comme acteur de cet épisode. Alors, le titre que j'ai donné, l'apogée du Second Empire, point d'interrogation, bon, bien sûr, c'est un jeu intellectuel, hein, de se dire l'apogée de telle période, est-ce que c'est l'apogée de Napoléon, est-ce que c'est 1808, 1811, 1812 Bon, c'est un jeu intellectuel, mais qui nous oblige à argumenter, à réfléchir, et au fond, les jeux, c'est toujours bon à prendre aussi, pour ce que c'est. Voilà. Ben, après, c'est vrai que le Second Empire, si on se situe dans l'histoire économique, ça sera peut-être les années 50 plutôt que les années 60. Si on se situe dans l'histoire politique, eh bien, ça dépend quelle idée politique on se fait aussi du régime. Moi qui suis attaché aux libertés publiques, je dirais que c'est plutôt le moment où le régime devient libéral, donc la fin, qui serait l'apogée du Second Empire. Bon, sur les questions, sur d'autres sujets, ça serait d'autres dates. Pour ce qui est de la politique étrangère, la question qu'on peut se poser, donc, c'est est-ce que ce ne serait pas justement ce Congrès de Paris qui serait le moment où la diplomatie française a été à son sommet, comme vous l'avez dit, et à tous les sens du terme, puisque c'est une sorte de sommet diplomatique, de toute façon, un congrès. Hein. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Et pour la politique étrangère, après tout, il y aurait d'autres possibilités. Par exemple, je sais pas, l'exposition universelle de 1867. Oui, mais non, parce que c'est le moment où il y a une crise sur le Luxembourg, l'élection du Luxembourg est ratée, c'est le moment où il y a la mort de l'empereur Maximilien au Mexique. Bon, donc c'est pas 1867. Bon, ça pourrait être 1869, l'inauguration du canal de Suez. Voilà, l'apogée de la politique internationale du Second Empire. Ça se défend tout à fait. Sauf que déjà, la position par rapport à Bismarck est fragilisée, il y a des éléments. Donc ça peut tout à fait se discuter. Et donc, je propose de réfléchir à ce congrès de Paris comme apogée du Second Empire, en maintenant le point d'interrogation, bien entendu. Donc voilà, vous avez, puisque c'est une guerre, donc j'ai mis Napoléon III, hein, une caricature de Daumier, voilà, vous me pardonnerez cette chose. Et puis c'était une époque où on faisait beaucoup de caricatures, et donc il s'agit d'un congrès, et au Quai d'Orsay, à l'époque, il y avait des fonctionnaires qui faisaient des tas de caricatures dans tous les sens. On s'amusait beaucoup à cette époque. Mais c'est aussi, évidemment, l'époque dont nous parlons. Le Congrès de Paris s'ouvre le 25 février 1856 et se termine mi-avril, le 16 avril 1856. Et donc c'est de toute façon une forme d'apogée pour le Second Empire, hein, parce que c'est en plein milieu, vous voyez comme les choses sont bien organisées tout de même, hein, en plein milieu du Congrès de Paris que naît le prince impérial. Donc l'impératrice a
un enfant, c'est un fils, et donc la dynastie est consolidée, et tout cela arrive en même temps, ce qui est vraiment providentiel à tous les sens du terme. Enfin bon, ça, on ne pouvait pas évidemment le prévoir, mais ça s'ajoute au contexte général. Alors, la question du Congrès de Paris est intéressante parce que dans l'historiographie, dans ce qui a été écrit sur l'histoire, au fond, il a été longtemps largement oublié. C'est sur le moment, un moment qui a été vécu comme un épisode très, très fort. Néanmoins, après le Second Empire, il a été largement oublié. D'abord parce que ce qui a suivi s'est construit sur une sorte d'exécration de la politique impériale, et particulièrement de sa politique internationale, dont on disait qu'elle avait été désastreuse. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu l'alliance franco-russe à la Belle Époque, et du coup c'était très gênant de parler d'une guerre contre la Russie. Il y avait une forme de malaise à cet égard, et donc ce congrès, finalement, on n'en parlait pas tellement. Et quand on regardait les histoires de la guerre de Crimée parues, disons, à la fin du 19e ou du début du 20e siècle, hein, il y a des descriptions très précises de tous les événements militaires. Et puis, à la fin des 2 énormes volumes, vous avez 2 petites pages. Vous dites, voilà, il y a eu une conférence internationale, il y a eu un traité, puis c'est fini. Voilà. Donc, le Congrès de Paris passe un tout petit peu par profits et pertes, comme quelque chose, une sorte d'appendice peu intéressant de la guerre de Crimée. Or, précisément, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est ce que je voudrais essayer de montrer. Alors, avec le temps, il s'est passé quelque chose, disons, à partir des années 1890, parce qu'il y a eu un regain d'intérêt dans l'historiographie française, et pas seulement, pour ces congrès diplomatiques du 19e siècle et sur le système international du 19e siècle. Et c'est le moment où ont paru un certain nombre de travaux sur ce qu'on appelle le concert européen, de comprendre le système, disons, de 1814 à 1914, et autour de cette notion, les choses ont beaucoup varié, hein, mais de concert européen, et donc ça se traduit par des conférences, par des congrès diplomatiques. Et bien donc, du coup, le Congrès de Paris redevenait intéressant de ce point de vue-là, hein, bien sûr. Et puis, il s'est passé, j'ose pas dire une sorte de miracle, parce que dans la République laïque, il n'y a pas de miracle, mais c'est quelque chose comme ça, puisque en 2006, pour les 150 ans du Congrès de Paris, le ministère des Affaires étrangères a décidé de commémorer justement les 150 ans de cet événement. La direction des archives, qui à l'époque était en pointe, et a remis en avant cet événement, ce qui n'était pas évident, parce que c'est un événement qui se passe sous un régime impérial, bon, et puis qui était très oublié. Mais il avait un avantage, cet événement, c'est que c'est le premier grand événement international qui a eu lieu au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay était tout neuf. Voilà. Et donc, c'était une manière de célébrer la construction, l'inauguration, disons, du Quai d'Orsay. Et donc, en 2006, on a eu un colloque, on a eu une exposition, alors qui n'était pas au Quai d'Orsay, mais qui était au musée de l'Armée, sur Napoléon III et le Congrès de Paris, et puis un peu plus largement. Et puis le colloque a donné lieu à un volume d'actes, hein, le Congrès de Paris, donc, qui reste un ouvrage de référence sur cette époque. Donc, du coup, on redécouvre. Et ça, c'est très bien. Et donc, c'est dans ce mouvement-là, moi j'étais déjà dans le coup à l'époque, hein, bien que beaucoup plus jeune, et j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement, en fait. Comment ce congrès danser aussi, a fonctionné, et au fond, comment est-ce qu'il a construit la paix, hein, comment les négociations ont eu lieu, et c'est au fond très intéressant. Et du coup, c'est dans ce mouvement que j'ai inscrit mon petit que sais-je, et puis que j'ai inscrit aussi cette édition des souvenirs de Després. Alors, bien sûr, d'abord quelques rappels, mais vous avez tous, il y a un an exactement, suivi la conférence qui a eu lieu, qui a été donnée ici, sur la guerre de Crimée. Donc je passe complètement sur les aspects militaires. C'est juste pour resituer un petit peu la chronologie. L'affaire des lieux saints à partir de 1847, en réalité surtout à partir de 1850, qui est non pas la cause, en tout cas c'est la thèse que je défends, mais le prologue, ou disons peut-être le mot, le prétexte de la guerre qui va suivre, qu'on appelle d'abord la guerre d'Orient. Hein. Bon. Donc l'attaque de la Russie contre l'Empire ottoman, c'est en fin juin, tout début juillet 1853. Ensuite, la France et l'Angleterre se mettent véritablement dans la guerre en mars 1854. Puis ensuite, la guerre se déplace, son premier terrain, disons, de bataille, c'était la région de l'actuelle Roumanie. Puis ensuite, la guerre se déplace dans la péninsule de Crimée, la Crimée n'étant pas l'enjeu
de la guerre. Hein. L'enjeu est beaucoup plus large, mais elle se passe sur ce terrain, disons. Ensuite, le siège de Sébastopol dure 1 an. Il se termine, comme tout le monde sait, le 8 septembre 1855. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas tout de suite. Hein. Il y a une période d'incertitude, qui est d'ailleurs assez intéressante à regarder, entre, disons, la victoire décisive du côté des Alliés, franco-anglais et piémontais et turcs, et l'ouverture du Congrès. Et là, on a un peu deux lignes qui s'opposent. Du côté des Alliés, les Anglais pencheraient plutôt vers l'idée de poursuivre la guerre et éventuellement de préparer une campagne qui aurait lieu dans la mer Baltique l'année suivante. Donc pour eux, Sébastopol, c'est une étape, mais ce n'est pas la fin. Alors, je simplifie. Hein. Et puis les Français disent au fond, bon, la victoire de Sébastopol est suffisante pour obtenir de la Russie des concessions et de faire un traité de paix. Et donc, essayons de nous limiter à cela au lieu d'envisager encore une prolongation de la guerre. Et puis, donc ça dure un certain temps. Et puis, finalement, c'est cette deuxième ligne qui va l'emporter. Et la Russie accepte de faire des... Enfin, il y a un ultimatum qui lui est posé à la fin de l'année 1855. Elle l'accepte au début de l'année 56. Et donc, à ce moment-là, la machine diplomatique se remet en marche et aboutit à l'ouverture du Congrès. Je fais juste une petite parenthèse pour rappeler que pendant cette guerre, les négociations diplomatiques n'ont jamais cessé. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir qu'on a sans cesse discuté. Il y a eu des conférences internationales qui avaient lieu à Vienne, hein, avec les grandes puissances. Et les Russes y participaient plus ou moins directement, hein, mais ils étaient quand même dans la négociation. Il y a eu plusieurs grandes phases de négociation. Hein, donc l'histoire de cette concertation internationale pendant la guerre de Crimée aboutit au Congrès, mais elle ne commence pas véritablement, elle n'a jamais vraiment cessé en fait. Hein. Ça, c'est un point important. Et puis donc le Congrès se terminera, enfin plutôt le traité de paix est signé le 30 mars, hein. Voilà les principales dates. Et puis ensuite le Congrès en fait va se prolonger, et là c'est un phénomène qu'on va essayer de comprendre et qui est tout à fait passionnant. Voilà, un Congrès qui est fait pour quelque chose en fait, comme ça se passait bien, on l'a rallongé de quelques semaines. Hein. Alors, voilà, ça j'ai remis simplement la carte générale des opérations de la guerre de Crimée, hein, pour vous rappeler que ça se passe donc d'abord dans la région de Moldavie-Valachie, puis ensuite ça se fixe sur la péninsule de Crimée. Alors, pour résumer, j'ose pas dire d'un mot, mais d'une image, la guerre de Crimée, eh bien, voilà, parce qu'il faut être un peu pédagogue, une image toute simple, une caricature de Daumier qui représente, donc en de 1854, et qui représente l'ours, donc qui est la figuration de la Russie, retenu, enfin il y a un petit panneau pour qu'on comprenne bien, et qui est retenu fortement d'aller conquérir, d'aller s'emparer de Constantinople à droite, par une allégorie. Et en fait, c'est ça qui, moi je trouve peut-être le plus intéressant dans le dessin, c'est qu'en fait, il aurait pu mettre deux allégories, par exemple, la France représentée en France, l'Angleterre représentée en Angleterre. Non, en fait, il en met une, et il l'appelle l'Europe. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a perception qu'on en a, et pourtant Daumier, c'est un opposant, hein, bon, la perception qu'on en a, c'est que c'est l'ensemble de l'Europe, c'est un mouvement collectif qui a voulu dire stop à l'Empire russe et d'arrêter cet expansionnisme de l'Empire russe. Et alors, Constantinople, pourquoi Constantinople? Bien sûr, bon, en fait... il faut comprendre que la politique russe n'était pas tant de s'emparer de Constantinople comme on s'empare d'une ville, on renverse un roi, on en met un autre. En fait, il s'agissait de mettre sous tutelle l'ensemble de l'Empire ottoman, hein, de l'obliger, l'ensemble de l'Empire ottoman, à signer un traité bilatéral avec les Russes, dans lequel, en fait, l'Empire ottoman aurait été à la merci, il aurait été dans la zone d'influence exclusive de la Russie. Donc il ne s'agit pas de conquérir un territoire plutôt qu'un autre ou de prendre la capitale, hein. Il s'agit de faire basculer l'ensemble dans l'influence russe. Et c'est ça que les autres puissances ne voulaient pas. Donc c'est l'enjeu de l'affaire, soit la question d'Orient, c'est-à-dire le sort de l'Empire ottoman, se réglerait en face à face entre le tsar de Russie et le sultan ottoman, soit c'est une question d'intérêt général qui relève du concert européen, c'est-à-dire de l'ensemble des grandes puissances. Et tout l'enjeu politique, en fait, il est là. Et c'est donc la défaite russe va permettre justement au concert européen de s'emparer de la question d'Orient
et non pas de la laisser au sol à des traités bilatéraux entre les Russes et les Turcs. Voilà, en gros, pour simplifier. Alors, la prise de Tourmalikov, on n'y revient pas. Donc, le congrès va avoir lieu à la fin de l'hiver 1856. Alors, pourquoi Paris ? Parce qu'après tout, il y avait des négociations qui ont, comme je l'ai dit, pratiquement jamais cessé, qui avaient lieu à Vienne. Parce que Vienne, c'était au centre. L'Autriche n'était pas belligérante, elle n'allait pas entrer en guerre, elle penchait plutôt du côté des Alliés, mais elle n'avait pas rompu tous les ponts avec les Russes. Du coup, c'était à Vienne parce que c'était pratique et parce que les Autrichiens pouvaient servir d'intermédiaires, disons. Mais comme ils n'étaient pas belligérants, on considérait qu'une fois que la guerre était finie, ce n'était pas à eux d'accueillir le Congrès. Alors, où aller ? À Londres ? Mais non, Londres, l'Angleterre était beaucoup trop en pointe à la fin de la guerre, était favorable plutôt à une nouvelle campagne, comme je l'ai dit, et donc pas du tout dans une perspective, disons, de terminer sur un compromis. La France de Napoléon III, au contraire, avait à ce moment-là une position beaucoup plus équilibrée. Et du coup, le choix de la ville s'est fait par consensus de manière assez naturelle. Et puis, ajoutons quelque chose, c'est que Paris était en pleine transformation et que tout le monde avait envie d'aller à Paris, au fond, et que c'était beaucoup plus agréable que d'aller ailleurs, ou dans une petite ville. Et puis, il y avait eu l'exposition universelle de 1955 qui avait montré Paris vraiment en train de devenir une capitale européenne de premier rang. Donc, et puis à Paris, dernier argument, il y avait le Quai d'Orsay, qui était tout neuf, puisque le ministère des Affaires étrangères, construit sur une décision de Guizot à partir de 1845, n'était pas terminé à la fin de la monarchie de Juillet. La Seconde République ne s'en est pas occupée, et Napoléon III a terminé le chantier, et donc le ministère s'y installe à la fin de l'été 1853. Puis le temps de faire les décorations, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, eh bien, en 1856, eh bien, c'est tout neuf. Voilà, c'est un ministère magnifique qui rend jaloux tout le monde parce que c'est le plus beau ministère des Affaires étrangères du monde, quoi, vraiment. Bon. Alors, petite visite rapide des lieux pour comprendre comment les choses se font. Donc, au Quai d'Orsay, à la différence de la plupart des bâtiments, il n'y a pas de pavillon central du côté du quai, mais il y a 2 pavillons latéraux. Il y a une grande façade avec une rangée de salons, rez-de-chaussée, et puis les entrées sont de part et d'autre. En fait, l'entrée principale est à droite, et ensuite, cet alignement de salons, aujourd'hui ça a très très peu changé finalement, et le congrès a eu lieu dans le salon central, en fait, du côté nord, donc du côté de la Seine. Là, le sud est en haut et le nord en bas. Et puis, de là, on allait vers le jardin par une salle de la Rotonde, qui est aujourd'hui le bureau du ministre. Mais à l'époque, le bureau du ministre, je reviens sur le plan, était à droite, là où il y a le numéro 10, vous voyez. Mais donc la salle des Rotondes était une sorte de salle des pas perdus entre le salon principal et les jardins. Et c'est là que tout le congrès s'est passé, et pas simplement autour de la table, mais bien sûr, c'est souvent dans les apartés que les choses se font. Donc la fameuse salle de la Rotonde. Ça, c'est le côté extérieur vu du jardin. Donc, vous voyez, la façade est très différente du côté jardin, puisqu'il y a ce pavillon central qui n'y a pas l'autre côté. Bon, je passe. Autre salle importante, le salon dit de l'horloge, puisqu'il y a eu des fêtes, beaucoup de fêtes. Et l'autre salle importante, c'est la salle à manger, parce qu'il y a eu beaucoup de dîners. Et en fait, c'était terrible pour les plénipotentiaires, parce que tous les soirs, tout le temps, il y avait des dîners. Alors, pas toujours au Quai d'Orsay, quand même, mais ils étaient invités aux Tuileries, ils étaient invités dans telle ambassade qui voulait avoir son tour, au Conseil d'État, dans un ministère. Et donc, tous les soirs, c'était la fête. Et donc, les estomacs de ces excellences étaient vraiment mis à contribution, durement à contribution. Et à un moment, quelqu'un a eu ce bon mot en disant les plénipotentiaires sont invités à un congrès et pas à une diète. Voilà. Bon, ça disait tous les choses. En tout cas, la salle à manger du Quai d'Orsay. Bon, voilà pour les lieux. Et la salle principale, on a construit une table ronde, parce qu'on peut toujours discuter sur la forme de la table. Enfin, là, elle était ronde, où les plénipotentiaires ont pris place sous les regards de Napoléon III en tableau, qui ne participe pas au congrès, bien qu'il soit juste de l'autre côté, et de l'impératrice Eugénie. Et le congrès va être, donc c'est déjà une chose extraordinaire, va être présidé, c'est l'usage, par le ministre des Affaires étrangères qui accueille. Et le ministre des Affaires étrangères en 1856, c'est Alexandre Walewski. Voilà. Donc c'est lui qui accueille toute l'Europe. C'était un aréopage extraordinaire dans son ministère à Paris pour rétablir la paix
en Europe. Alors voilà une photo où il y a tous les plénipotentiaires qui ont signé, selon l'usage, et on va faire un petit tour rapide des uns et des autres. Alors, première remarque d'abord, le Congrès de Paris, l'un de ses intérêts historiques, c'est dans l'histoire de la diplomatie, c'est le Congrès qui a rationalisé le fonctionnement de cette diplomatie multilatérale, en disant il y aura pour chaque puissance représentée 2 plénipotentiaires, pas 3, pas 1, pas 15, 2. Voilà. Et ça peut paraître idiot et un peu simpliste. En réalité, quand vous regardez les précédents congrès à l'époque de la Sainte-Alliance, c'était pas du tout ça. Il y avait un côté, alors le congrès de Vienne, c'est une espèce de monstre, il y a énormément de... c'est une autre échelle, un autre fonctionnement. Mais les autres congrès qui ont suivi, certains pays, il y avait l'empereur lui-même qui venait, ou le roi, d'autres envoyaient juste un ambassadeur, et puis il n'y avait pas ce côté très formel. Là, les choses sont beaucoup plus rationalisées. Et donc, c'est ce modèle-là qui sera ensuite reproduit à Berlin en 1878, etc. Donc, l'idée que chaque délégation, toutes les délégations sont pareilles, 2 plénipotentiaires. Et puis, aussi, il y a des séances, on ouvre une séance, il y a des séances à date régulière, on fait un protocole à la fin, on signe. Voilà. Il y a une espèce d'organisation de la négociation qui est très intéressante et qui est une étape dans l'histoire de la diplomatie et qui servira de modèle. Alors, pour faire le tour, prenons le plus simple, c'est de prendre le fameux tableau qui a été réalisé après le Congrès. Là aussi, c'était une tradition du Congrès de Vienne, le tableau d'Isabelle, etc. Bon. Et là, on a voulu en faire un. Donc, c'est le peintre Édouard Dubuffre, qui était assez connu à l'époque, qui a été chargé de cette commande, de ce tableau. Et bien entendu, ce que l'on voit là n'est pas une photographie, bien que les portraits soient ressemblants. Ça, c'est le boulot du peintre. Il y a un message politique. C'est-à-dire que le peintre a décidé, ou on l'a un tout petit peu guidé, pour placer les personnages selon une certaine position, pour indiquer une signification, la signification que ce congrès a, vis-à-vis de la France, évidemment, puisque c'est en France. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, au centre... sur les côtés, il y a d'abord 2 Napoléons. Bon. Il y a un Napoléon en peinture et un Napoléon en sculpture. Alors celui de droite, c'est Napoléon Ier, c'est en peinture. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, en réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau, c'est Napoléon III. Et là, il est en sculpture. Enfin, bon. Donc là, il y a un petit mystère, je ne sais pas pourquoi il a fait comme ça. Et donc sur la cheminée, il y a le buste de Napoléon III. Donc il y a 2 Napoléon III. Et puis, bon, allez, disons-le. Bon, en fait, il y en a 3. Puisque celui qui préside, c'est Walewski. Alors, les plénipotentiaires français, Walewski est le principal. Et donc, le peintre a représenté les 2 Français. Le second, c'est le baron de Bourquenay, qui est derrière, debout, qui était ambassadeur à l'époque à Vienne. Et comme il avait fait toutes les négociations précédentes, il avait tout l'historique des discussions, il était très bien vu à Vienne. Du coup, on l'avait choisi comme numéro 2. Et en fait, on va voir que ça va être un personnage pivot, véritablement, de tout le congrès. Et très habilement, parce que ça ne peut pas être du hasard, le peintre l'a situé justement au milieu, comme une sorte d'axe, en fait. Et le véritable rédacteur du traité, c'est lui, c'est ce Bourquenay, et donc il est juste au milieu. Ça, c'est parfaitement résumé la position de la France et le rôle de ce personnage en particulier. Alors devant, donc, le rôle principal, c'est Walewski, et dans son corps même, en réalité, il figure la politique française. C'est-à-dire que son corps est tourné vers le Russe dont on va parler, le comte Orlov, et sa tête est tournée de l'autre côté. Donc il a un rôle de pivot, là aussi. Il va rapprocher les positions. C'est celui qui va essayer de trouver les compromis, etc. Et donc c'est son rôle de président. Et donc sa tête est tournée vers ses alliés. Et ses alliés, eh bien... Alors, attendez, oui, non, pardon. D'abord, j'ai oublié. Voilà, j'ai mis dans un carré. En fait, il y a un autre Français dans l'affaire. C'est Vincent Benedetti, qui était le directeur des affaires politiques du ministère. Et en fait, donc il n'était pas plénipotentiaire au sens strict, mais c'est lui qui prenait les notes et qui rédigeait les protocoles. Donc, on l'a mis un peu derrière, mais il a quand même un rôle. Et donc, il est sur le tableau. Bon. Et donc, revenons à Walewski. Donc, il se tourne vers ses alliés. Et ses alliés, d'abord, c'est les Britanniques. Donc le principal, le premier plénipotentiaire, c'est Lord Clarendon,
hein, qui est le secrétaire au Foreign Office, le ministre des Affaires étrangères britannique, puisque l'usage qui a été généralement adopté par tous les pays, c'est d'envoyer leur ministre, donc c'est vraiment un congrès au sens que c'est de très haut niveau, il n'y a pas les souverains autour de la table, mais il y a le ministre des Affaires étrangères, et en numéro 2, il y a l'ambassadeur à Paris. Et donc là, Lord Clarendon passe 2 mois à Paris et il joue évidemment un rôle très important, et il est secondé derrière, debout, par Lord Cowley, qui est l'ambassadeur britannique à Paris. Et puis les autres alliés, eh bien, ce sont les Turcs, puisque le grand enjeu de toute cette guerre et du Congrès, c'est que la question d'Orient, donc l'Empire ottoman, soit dans un sujet du concert européen. Et puisque la guerre de Crimée, c'était l'enjeu du sort de l'Empire ottoman. Donc il y a, alors là, de très haut niveau, le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre du sultan, qui est Ali Pacha, qui a fait le déplacement et qui est un homme d'État de très haut niveau dans l'histoire de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Il est parmi les personnages les plus importants. Et il est sur le côté, mais devant. Vous voyez, donc c'est le sujet principal, finalement, de l'Empire ottoman. C'est pas le seul, mais c'est le sujet principal. Et il est sur le côté parce que l'Empire ottoman entre dans le concert européen, mais enfin n'est pas complètement au même degré considéré comme une grande puissance. Et puis derrière, discutant sans doute d'un point de grammaire avec Benedetti, il y a l'ambassadeur ottoman à Paris, qui était Cemil Pacha. Mais alors là, c'est un peu faux, parce qu'en fait, il a quasiment jamais siégé, parce qu'il était tout le temps malade. Bon, on l'a mis quand même sur le tableau. Peu importe. Ensuite, les Russes, donc, alors, le principal, celui qui est devant, est le comte Orlov, donc il est très en vue, mais il a son regard qui se perd un peu dans le vague. C'est assez curieux, hein. Il est très, très visible, mais voilà, il a son regard un peu isolé, et un peu le même regard, d'ailleurs, de l'autre côté, du baron Brunov, hein, qui était le numéro 2 de la délégation russe. Mais j'en profite pour dire un point très important de l'histoire du Congrès de Paris, c'est que dans le Congrès de Paris, dès le premier jour, le vaincu est à la table. Les vaincus siègent dans le Congrès depuis le premier jour. Voilà. Et de cette façon, ils participent de manière absolument égale aux discussions, au même degré, au même titre que tous les autres. Et d'une certaine façon, le Congrès de Paris de 1856, c'est l'anti-modèle de ce qui viendra après la Première Guerre mondiale, dans les mêmes lieux d'ailleurs, puisque la conférence de Paris en 1919, en fait, se passe au Quai d'Orsay essentiellement. Le traité de Versailles, ça c'était juste pour la fin. Mais voilà. Et donc on négocie sans les vaincus en 1919, et à la fin, on fait venir l'Allemand en disant voilà, c'est fini, vous avez 5 minutes pour signer. Voilà. Là, c'est tout à fait le contraire. Il y a vraiment l'idée que justement les paix durables, solides, se font aussi de cette façon-là, et pas en imposant un diktat aux vaincus. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est un point important en fait de cette histoire. Alors, les Autrichiens tout de même sont là, bien qu'un tout petit peu en retrait, puisqu'ils n'ont pas combattu. Voilà, ils ont un rôle important. Et donc, il y a le chancelier d'Autriche Buol, B-U-O-L, à gauche, qui d'ailleurs, curieusement, regarde d'un drôle d'air un personnage que je vais nommer tout de suite, qui est tout à fait sur le côté, et on comprend pourquoi il a un drôle d'air. Et puis, tout à fait au fond, le baron Hübner, qui était l'ambassadeur à Paris, qui a laissé d'ailleurs des souvenirs tout à fait passionnants sur les années 1850. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il reste le Piémont. Alors, vous allez me dire, mais le Piémont n'est pas une grande puissance. À l'époque, l'Italie n'existe pas. Oui, sauf que le Piémont est dans le Congrès parce que le Piémont, très habilement, a rejoint la coalition et a combattu auprès des alliés français et anglais contre les Russes. Et du coup, au moment où on va faire la paix, eh bien, il faut qu'il soit là pour signer le traité, bien entendu. Et donc, c'est ainsi que Cavour, à la tête d'une petite puissance par rapport à d'autres, s'impatronise, pourrait-on dire, dans le concert européen, parce qu'il faut qu'il soit là. Et donc, il est au Congrès, et il se déplace, et il a bien rentabilisé ces 2 mois passés à Paris. Il s'est fait un réseau extraordinaire d'amis pour la cause italienne. Ça a été très utile pour lui. Et dans les débats, en fait, parce qu'on a tous les protocoles, il n'intervient quasiment pas, sauf dans une séance dont on parlera tout à l'heure. Et puis, donc, il est secondé par le marquis de Villamarina, qui est l'ambassadeur de Piémont à Paris. Alors voilà, on a vu tout le monde, non, et non, on n'a pas encore vu les Prussiens. Autre sujet important, va-t-on inviter les Prussiens ?
Alors vous allez me dire oui, parce qu'ils sont sur la photo. D'abord, ce n'est pas une photo, c'est un tableau. Alors, sauf qu'en réalité, ça a été un grand débat. Parce que les Prussiens, pendant la guerre de... Bon, d'abord, c'est une puissance importante, évidemment, mais dans les grandes puissances, c'est la 5e, disons. Voilà. Les Prussiens sont restés neutres dans la guerre de Crimée. Pas combattus ni d'un côté ni de l'autre, ils sont restés parfaitement neutres. Et d'ailleurs, plutôt avec une forme de préférence pour les Russes, mais enfin, bon, pas plus. Du coup, quand le Congrès a été réuni, les Anglais ont dit, mais surtout pas, on ne veut pas entendre parler des Prussiens parce qu'ils nous ont gênés, ils n'ont pas vraiment relié, il n'y a pas de raison qu'ils soient au même degré que les autres invités au Congrès. Et c'est Napoléon III, en fait, alors quand on connaît l'histoire après, ça peut paraître étrange, mais ça se comprend, en fait, c'est très rationnel. C'est Napoléon III qui a réussi à convaincre les autres participants, et notamment les Anglais, qu'il y avait nécessité à faire venir les Prussiens. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les Prussiens étaient signataires d'abord de la Convention sur les détroits de Bosphore et d'Ardennes de 1841, et comme il s'agissait de réformer cette convention, il fallait qu'ils fussent là pour signer la réforme de cette convention. Et puis la deuxième raison, qui est plus politique et encore plus intéressante, c'est qu'au fond, Napoléon III dit, mais cette paix que nous faisons, si on veut qu'elle soit solide, il faut que toutes les grandes puissances soient dedans. Parce que quand ils auront signé, ils seront engagés par cette signature. Voilà. Si on les met dehors, la Prusse gardera sa propre politique, elle ne se considérera pas comme engagée par le traité. Donc il vaut mieux qu'ils soient dedans, et ça donnera une solidité supplémentaire à ce traité. Et c'est finalement cette position qui l'emporte, sauf qu'au début, le Congrès commence sans eux, et à la fin, une fois que tout était décidé à peu près, en gros, on les a introduits. Donc ils ont signé, bien qu'ils n'aient pas vraiment négocié en réalité. Et donc on a le ministre président du gouvernement de Prusse, qui est Manteuffel au centre, là, mais avec un air un peu renfrogné. Bon. Enfin, c'est peut-être son air, après tout. Et puis, de l'autre côté, tout à fait, mais alors en marge, hein, vraiment, sur le côté, le représentant prussien à Paris, qui était Hatzfeld. Voilà, donc on a vu tout le monde. Alors après, je ne parle pas des gens qui sont en coulisses, mais ils jouent un rôle important aussi, comme Després, par exemple, qui écrit beaucoup derrière, mais évidemment, il n'est pas sur le tableau. Alors, on a fait beaucoup de caricatures, de dessins à cette époque-là. Bon, voilà, je vais donner quelques exemples. Et puis, à droite, c'est un document assez curieux. En fait, c'est un marque-page. On a imprimé un marque-page avec les portraits de tous les plénipotentiaires du Congrès de Paris, vous imaginez. Donc là, les gens, voilà. Et donc, ce congrès est un événement populaire. Et alors, comme on ne sait pas ce qui s'y passe, parce que le secret a été à peu près, enfin, sauf Cavour, quelquefois, bon, a été à peu près respecté pendant tout le congrès, comment remplir les journaux ? Il faut bien raconter quelque chose. Alors on se renseigne sur les plénipotentiaires, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà. Donc on remplit des colonnes avec des histoires. Et puis on diffuse des portraits. Alors voilà, on voudrait un portrait d'un tel, etc. Et donc on diffuse tous les portraits de tous les plénipotentiaires, y compris les Russes, hein, d'ailleurs. Hein, ils sont exactement au même degré que les autres. Et donc c'est une curiosité. Pareil, on fait des images d'Épinal au sens propre qui sont imprimées à Épinal. Alors là, ce sont les souverains. Évidemment, les souverains n'étaient pas au Congrès. Le seul qui était là, c'était Napoléon III. Il était chez lui. Bon. Mais on a représenté de manière symbolique tous les souverains des États concernés par le Congrès de Paris. Et on diffuse ces images. Et puis la population est devant le Quai d'Orsay quand les plénipotentiaires arrivent, parce que tout de même, un grand personnage russe ou autrichien ou anglais, c'est une curiosité. On les regarde passer, voilà, c'est bien. Alors on ne leur demande pas d'autographe parce que ça ne se fait pas à l'époque, mais il y avait une vraie curiosité. Et donc, alors je dis ça pas seulement pour l'anecdote, mais parce que ça a joué un rôle en fait. C'est-à-dire que tout le monde en a parlé. C'est un événement parisien énorme. Et donc, bien que ce soit spectaculaire comme événement, en fait c'est un huis clos. On ne sait pas ce qui se passe. Un huis clos spectaculaire, c'est un concept nouveau. Mais le fait qu'il y ait tellement d'engouement pour cet événement, d'espoir aussi que la paix est au bout, a fait qu'aucune des puissances ne pouvait prendre vraiment le risque de faire échouer le Congrès une fois qu'il était commencé. Voilà. Donc ça a joué un rôle, disons, dans le succès. Et finalement, voilà, il y avait trop à perdre à être celui qui cassait cette dynamique de négociation. Voilà le rôle, disons, de côté spectaculaire de l'affaire. Alors, dans les documents, je vous ai fait distribuer donc quelques documents pour que vous puissiez garder quelque chose et puis
de ce qu'on va voir. Là, un extrait justement de ses souvenirs de Després. Le Congrès inaugura ses travaux le 25 février, ainsi qu'il était convenu. D'après l'usage le plus ordinaire, la présidence devait revenir au premier plénipotentiaire du pays, où l'on se réunissait. Le comte Walewski était donc appelé à diriger les délibérations. La même coutume indiquait le choix du secrétaire. M. Walewski fit agréer le directeur des travaux politiques de son ministère, M. Bénédicte. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les débats furent poussés avec zèle de la part de tous, et pourtant sans précipitation. Alors c'est intéressant le rythme. En fait, à l'ouverture, la première séance, le 25 février, on s'est donné un grand mois, en fait, en se disant, voilà, on fixe un armistice pour une durée jusqu'au 31 mars. Et il faut que le traité soit signé avant le 31 mars. Et c'est ce qui va se passer, il sera signé le 30. Mais donc c'est une période qui est longue, mais pas trop longue, et qui va permettre quand même de faire des échanges. Parce que la question du rythme, là, est liée à un élément important, c'est que les plénipotentiaires doivent s'en référer à leur gouvernement, en fait à leur souverain, au cours des discussions. Mais maintenant, il y a le télégraphe. Donc la grande révolution, c'est que le télégraphe est en pleine diffusion. Et maintenant, au Congrès de Paris, on peut demander l'avis du tsar à Saint-Pétersbourg ou l'avis du sultan à Constantinople, avoir la réponse dans 4-5 jours maximum, ce qui est très très peu. Et donc dans les discussions, on va lancer des sujets comme ça au fur et à mesure. Quand il y aura un compromis acceptable, l'ambassadeur a dit oui, bon, très bien, mais il faut que je m'en réfère à mon souverain. On a la réponse et on va régler comme ça les questions en un mois, ce qui finalement n'aurait pas été possible sans le télégraphe. Il aurait fallu plusieurs mois, mais en plusieurs mois, il se passe plein de choses dans le monde, et donc après, les données de base ne sont plus forcément les mêmes. Bon. Donc voilà, sans précipitation, les discussions se suivaient ainsi qu'il arrive dans toutes les grandes réunions diplomatiques, sous 2 formes différentes, officieusement et officiellement. Dans l'intervalle des séances, les plénipotentiaires se communiquaient leurs observations, les débattaient, transigeaient, et l'accord était presque toujours fait lorsqu'ils se réunissaient in pleno. Donc vous pouvez imaginer, les gens arrivent au Quai d'Orsay, ils se réunissent par petits groupes, puis on discute, on mélange les petits groupes, et puis à un moment, on se dit, bon, on passe à table, en quelque sorte, on se met autour de la table, et commence la véritable séance officielle avec protocole. Aussi, est-il très peu de séances qui aient agité le Congrès. Bon, il y a eu des discussions quand même, mais bon. Il n'en est aucune qui ait remis la paix en question. Voilà, c'est ça l'important, c'est que le fonctionnement, au fond, c'est l'histoire d'une diplomatie qui a marché, ce Congrès. Et quand je dis que les gens discutent dans les salons du Quai d'Orsay, c'est pas seulement ça. En fait, ils discutent aussi le soir au théâtre, parce que alors, il y a des représentations théâtrales tout le temps aussi, et puis dans les couloirs aux Tuileries. Enfin, il y a une vie d'échange très intense pendant un mois. Alors, voilà pour le fonctionnement. En gros, maintenant, quoi ça aboutit, là, je vous ai mis la reproduction de la première page du traité lui-même. Alors, une remarque, il est au nom du Dieu Tout-Puissant et non pas au nom de la Sainte Trinité comme sur les précédents traités, puisqu'il y avait l'Empire ottoman, et donc le Dieu Tout-Puissant, ça marche dans tous les cas, mais la Trinité, non. Donc, on a pris le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Alors, maintenant, quelques éléments sur ce à quoi on a abouti dans ce traité du 30 mars. Alors, la première chose, c'est que quand on regarde cette carte, bon, c'est une carte faite par la direction des archives, de la géographie au ministère des Affaires étrangères, et donc ils ont l'habitude, alors qui est pratique peut-être d'un certain point de vue, mais pas forcément pour nous, de superposer les frontières actuelles, qui sont de manière un peu atténuée, et les frontières historiques. Alors du coup, il y a plein de lignes partout. Bon, enfin, il faut faire l'effort de voir les couleurs qui déterminent les différents États. Bon. Ça, c'est l'Europe en 1856, après le Congrès de Paris. En réalité, si vous regardez la carte de l'Europe avant et après le Congrès de Paris, on peut faire le jeu des 7 erreurs. En fait, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a quasiment pas de différence. Il n'y a pas de différence. La seule différence, elle est là. Il y a une toute petite modification de frontières qui a fait qu'une partie seulement de la Bessarabie a été cédée par l'Empire russe à l'Empire ottoman, ou plus exactement a été rattachée à une principauté qui est dans l'Empire ottoman, qui est autonome mais dans l'Empire ottoman, qui est la principauté de Moldavie. Et donc la Moldavie, avec cette modification de frontières, en fait accède à la mer Noire, cette bande de territoire, le long du Danube jusqu'aux embouchures du Danube. Donc en fait, les embouchures du Danube deviennent un élément de l'Empire ottoman, mais en pratique, disons, de la principauté de Moldavie.
Tandis que l'Empire russe, lui, n'est plus riverain du Danube. Donc on a éloigné de quelques dizaines de kilomètres la frontière avec la Russie pour que la Russie ne soit plus riveraine du fleuve du Danube ni de ses embouchures. Et l'idée, ce n'était pas seulement de donner un accès à la mer aux Moldaves, enfin c'est très bien pour les Moldaves, mais ce n'était pas le but, c'était surtout de dégager l'ensemble du cours du Danube, parce que l'une des dispositions importantes, des stipulations importantes du traité de Paris, c'est la libre navigation du fleuve Danube, un peu comme sur le modèle de ce qui a décidé pour le Rhin au congrès de Vienne, on l'a appliqué au Danube. Et en fait, c'était une exigence des Autrichiens, mais ils ne voulaient surtout pas que les Russes soient riverains et soient dans la commission qui allait gérer le Danube. Voilà, donc on a éloigné un tout petit peu les Russes. Voilà. Mais sinon, sur cette carte, le traité de Paris, que moi je considère comme un acte important, en fait, ne se voit pas. Sur une carte de frontière, on ne voit rien. Et l'apport du traité de Paris, du congrès de Paris, il n'est pas territorial du tout, à part ce tout petit morceau. Donc, quel est-il alors, s'il ne se voit pas? C'est toute la différence avec le traité. Évidemment, le traité de Vienne, il fallait refaire toute l'Europe. Donc, bon. Mais là, pas du tout, il n'y a pas de changement de frontière. En fait, l'acquis, il est politique, il est stratégique, il est juridique aussi. Il y a un peu tout ça, mais ça ne se voit pas sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer quand même? Alors voilà, ça, c'est le territoire en plus gros qui a changé de main, donc de l'Empire russe à la Moldavie, c'est-à-dire en fait de l'Empire ottoman. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, le premier point, en fait, essentiel, ça c'est l'acquis principal, on peut dire, du traité du Congrès de Paris, de la guerre de Crimée, c'est la neutralisation de la mer Noire. Donc la mer Noire, vous la voyez là. Bon, il faudrait mettre une espèce de grande barre, je ne sais pas comment on pourrait le représenter sur une carte, mais à partir du traité de Paris, il n'y a plus de flotte de guerre autorisée dans la mer Noire. Donc c'est un recul stratégique important pour les Russes, puisque du coup, ils ne peuvent plus menacer par la mer l'Empire ottoman. Alors ça vaut aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, les Anglais, les Français et autres, ne peuvent pas envoyer non plus de flotte de guerre en mer Noire. Mais on a une barrière stratégique là qui protège en fait l'Empire ottoman de toute attaque venant de l'Empire russe par la mer. Voilà. Et c'est contre ça, évidemment, que la Russie va se battre, va essayer de renégocier jusqu'en 1870. Et à la faveur de la guerre de 70, le tsar décidera unilatéralement que cet article du traité de Paris est nul et non avenu et refera une flotte de guerre en mer Noire. Mais en tout cas, pour toute la durée du Second Empire, c'est un point essentiel. Donc le premier point. Le second, c'est que l'Empire ottoman, vous le voyez là, donc c'est à l'époque très, très vaste, ça couvre encore ce qu'on appelle la Turquie d'Europe, c'est-à-dire l'essentiel des Balkans, et même davantage. L'Empire ottoman est admis à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Et donc c'est l'article 7. Leur Majesté déclare la Sublime Porte, donc c'est le nom que l'on donne au gouvernement ottoman, admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Alors ça ne veut pas dire, parce qu'on va me dire, ah, ça y est, on a fait entrer la Turquie en Europe. Oh, quelle horreur. Non, il s'agit d'introduire la Turquie comme puissance siégeant avec les grandes puissances du concert européen et protégée par le droit public de l'Europe. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Leur Majesté s'engage, chacune de son côté, donc chaque puissance signataire s'engage personnellement, on peut dire, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'on va geler, en quelque sorte, la frontière de l'Empire ottoman telle qu'elle est, avec toute sa variété. Il y a des régions qui sont complètement autonomes, l'Égypte, les principautés danubiennes, etc. Mais la frontière globale de l'Empire ottoman, normalement, on ne peut plus y toucher. Et chacun s'engage personnellement à le respecter. Voilà. Donc c'est important. C'est contraignant, disons. L'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, l'indépendance, et garantissent en commun, donc la garantie est collective, l'engagement est personnel, la garantie est collective, la stricte observation de cet engagement et considéreront en conséquence tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. Ça, c'est l'élément clé parce que c'est la réponse, c'est ça qui termine véritablement la guerre de Crimée. L'enjeu, c'était ça. Oui, la question d'Orient est une question d'intérêt général et les grandes puissances signataires sont obligées désormais de négocier entre elles dès qu'il y a un problème avec l'Empire ottoman. Et il y en aura tout le temps. Donc c'est pour ça que l'importance de la garantie, c'est qu'on fait la paix, mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas dès demain une nouvelle guerre qui commence. Voyez.
Et donc ça, c'était un événement vraiment très important. Cet engagement collectif qui oblige tous les signataires à respecter cette règle. Et si jamais il y a une crise, forcément il y en aura, il y a obligation des grandes puissances, si elles sont en crise avec les Turcs par exemple, avant d'entrer en guerre, provoquer une concertation avec les autres grandes puissances sous forme de médiation. Article 8, s'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaça le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties, donc toutes les autres parties, en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice. Donc chaque crise d'Orient, une conférence diplomatique. Et il y en aura, par exemple, celle que j'ai représentée là, en 69. Il y a une crise entre la Turquie et la Grèce à propos de la Crète. On fait une conférence au Quai d'Orsay et on évite une guerre. Voilà. Donc ça, c'est le point sur le sort de l'Empire ottoman qui est réglé par les articles 7 et 8. Autre point très intéressant, c'est la question des principautés dites danubiennes. Alors il y en a 3. Il y a la Serbie, il y a la Valachie et il y a la Moldavie. Donc ce sont 3 morceaux, on peut dire, de l'Empire ottoman. Elles sont sous la suzeraineté du sultan, mais elles sont autonomes, en fait. Voilà. Et donc le Congrès doit leur donner un nouveau statut pour les consolider et éviter ce qui s'était produit dans le passé, c'est que ces principautés se retrouvent sous le protectorat russe. Voilà, une espèce d'enchevêtrement de souveraineté ottomane et de protectorat russe. Donc là, on va compléter la barrière de la mer Noire pour protéger l'Empire ottoman par la mer. On va le compléter par une barrière terrestre et politique et institutionnelle qui évitera que l'armée russe puisse envahir l'Empire ottoman par la terre. Et donc, on va consolider. Alors, la Serbie, ça n'a pas posé de problème. Il y avait déjà une dynastie, enfin, il y en avait 2, mais bon. Il y en avait une qui régnait sur la Serbie, donc on l'a consolidée. Ça, il n'y avait pas de problème. La question, c'était qu'allons-nous faire de la Valachie et de la Moldavie, c'est-à-dire en fait aujourd'hui la Roumanie, enfin, les 2 parties essentielles de la Roumanie. Et là, il y a eu de très grands débats qui sont très intéressants pendant le Congrès de Paris. C'est un sujet sur lequel il y a eu vraiment une vraie discussion de fond. La Valachie et la Moldavie sont occupées par des populations que l'on qualifierait volontiers de roumaines. Ils parlent roumain, et donc c'est une langue latine, alors dans un environnement slave. Ils ont une histoire qui est commune, ils ont des institutions qui se ressemblent énormément. Et donc les Français ont dit, mais au fond, pour les consolider, il faut les réunir. On va faire une seule entité politique, qui sera là une sorte de Roumanie, même si elle est encore suzeraine sous l'autorité très distante du sultan, mais enfin, on va les réunir, et comme ça, ils seront plus solides et ça marchera mieux. Sauf que c'était introduire le principe des nationalités. Voilà, sur une base de nationalité, voilà, ils sont roumains, alors on va les réunir. Que s'est-il passé ? Les Turcs ont dit, mais vous n'y pensez pas. En fait, les Valaques sont des Valaques, les Moldaves sont des Moldaves, ils ne sont pas du tout roumains, d'ailleurs ils ne s'entendent pas, enfin, ce n'est pas du tout les mêmes peuples, donc il faut les maintenir séparés absolument. Évidemment, les Turcs ne veulent surtout pas créer une entité politique qui soit trop forte à leur porte. Ce serait le début du découpage et ce serait le début de la fin. Bon. De l'autre côté de la frontière, l'Autriche dit pareil, mais il est hors de question d'appliquer le principe des nationalités à la porte de l'Empire d'Autriche. Parce que si on crée une Roumanie, les Hongrois vont vouloir créer une Hongrie, etc. C'est la fin des Habsbourg. Bon. Donc les Autrichiens sont totalement contre. Alors qu'est-ce qui reste ? Les Prussiens se tiennent prudemment sur leur réserve. Les Russes, normalement, ils devraient être pour. Alors, à vrai dire, ils sont pas en position de force, mais ils devraient être pour parce que c'est un peuple orthodoxe, donc il faudrait les soutenir. En réalité, ils voient très bien qu'on est en train de faire une barrière qui va les gêner. Ils préféraient avoir 2 petites principautés à manger plutôt que d'un gros État à manger. Bon. Donc ils sont plutôt contre, mais ils ne le disent pas. Et les Anglais, ils ont été tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors au début, ils étaient plutôt pour, et après, ils ont changé d'avis. Ce qui fait que les Français se sont retrouvés un peu tout seuls. Alors comment on va trancher la question ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ? En fait, on crée une commission. Et donc on a dit, on va pas, dans le traité, il n'y aura pas la solution. On va confier ce problème à une commission qui ira se réunir sur place. Et c'est là que ça devient intéressant. Une commission européenne, avec des délégués de tous les pays, qui va aller sur place et qui va, puisqu'on ne peut pas
présumé de est-ce qu'ils veulent être unis, les Roumains, ou est-ce qu'ils veulent être séparés, les Moldaves et les Valaques. Bon, puisqu'il n'y a pas de consensus, on ne peut pas faire par présomption. Donc on va aller sur place et puis on va aller consulter les populations. Consulter les populations. Et donc le traité de Paris, à l'article 24, prévoit, ça c'est quand même dans l'histoire du droit international, l'idée qu'on va organiser une consultation des populations sous forme de divans, c'est-à-dire des élections de divans, c'est des conseils, des assemblées locales, qui vont avoir à trancher. Est-ce que vous voulez être unis avec les Moldaves, etc., ou non? Et donc ça, c'est une avancée quand même considérable du traité de Paris. Hein. C'est cet article qui introduit le principe de la consultation des populations relativement à l'organisation de ces principautés. Alors que reste-t-il d'autre? Alors il y a la question... oui, donc ça c'est pour expliquer un peu ce que j'essaie de montrer sur la question de la Roumanie. Donc population chrétienne dans l'Empire ottoman. Il y a justement ce passage des souvenirs de Després que je trouve très, très intéressant et qu'on peut lire, qui est dans les documents. Hein. Parce que ça indique bien dans quel état d'esprit la France procédait à ce moment-là, en fait, concernant cette question d'Orient. Nous désirions, en gros, nous les Français, que si le malade venait à mourir, le malade c'est l'homme malade de l'Europe, c'est l'Empire ottoman, ce fut le plus tard possible. En une phrase, on a la moitié de l'histoire diplomatique du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en gros, l'Empire ottoman, on sait que c'est fini, mais il faut que ça soit le plus tard possible, parce que s'il disparaît et qu'il faut le partager, c'est encore plus compliqué que de le maintenir en vie. En simplifiant, c'est ça. Donc le plus tard possible, le plus tard possible. Nous voulions surtout que l'héritage fût conservé aux héritiers naturels. Aux héritiers naturels, c'est-à-dire aux différents peuples qui sont dans l'Empire ottoman, et puis qu'un jour, ils seront indépendants. Mais quand? Le plus tard possible. On espérait qu'à la faveur de la suzeraineté ottomane qui ne leur imposait d'autres charges que le tribut, en gros les Roumains auront un tribut à verser chaque année, et puis à part ça les Turcs les laissent complètement tranquilles, donc c'est quand même pas très contraignant. Les chrétiens de la vallée du Danube et des Balkans, donc tous les peuples de ces régions-là, se formeraient à la vie politique et finiraient par acquérir la consistance nécessaire pour succéder à la Turquie sans secousse et sans commotion. Ça, c'est le résumé de la politique française. Globalement, il faut maintenir en vie l'Empire ottoman, mais il faut préparer la suite, qui viendra, bon, on ne sait pas quand, mais bon, en apprenant à ces peuples à être une entité politique, à créer une sorte d'État-nation. Et donc, c'est en s'habituant, même sous une forme autonome très large, ils ne sont pas indépendants, mais ils sont autonomes, à avoir un souverain, à avoir des assemblées, à avoir une vie politique, etc. Ils vont apprendre à constituer un État, ce qui n'est pas le cas encore à ce moment-là. Et un jour, ils seront en capacité d'être indépendants et surtout de résister à la pression du Nord, parce que c'est ça le problème. Il faut que la barrière soit efficace, que ce soit des États qui ne se fassent pas manger par la Russie tout de suite, voilà, et qui soient capables de résister. Donc c'est ça la grande stratégie. Au fond, ce passage est vraiment remarquable parce qu'il définit tout en quelques lignes de la politique française de l'époque et qui passe par la politique des nationalités, justement. Le discours sur la Roumanie, d'ailleurs, c'est pas tant Napoléon III, au départ, il ne s'intéresse pas tant que ça. Hein. C'est beaucoup au Quai d'Orsay, il y a des gens qui sont favorables à la cause roumaine et qui disent, mais au fond, non seulement c'est juste, mais en plus c'est efficace, c'est utile, c'est stratégiquement sensé hein, de faire naître cette Roumanie là où elle est et la plus forte possible. Alors, autre élément... alors, il avait été question de la question de la Pologne. Alors, effectivement, Walewski, polonais, c'est lui qui préside le congrès, puis finalement on n'a rien fait pour la Pologne. Alors effectivement, alors ça s'explique, alors on a l'explication dans ce livre, encore une fois. Moi, j'ai pas de droit d'auteur, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Hein. C'est qu'en fait, les Walewski et Clarendon, un jour, ont convoqué en privé le représentant du tsar. Bon, voilà. Quand même, les Polonais, il faudrait peut-être faire quelque chose pour eux, mais comme on ne voudrait pas vous mettre trop mal à l'aise, comment est-ce qu'on peut faire ? Et le comte Orloff leur a répondu, écoutez, n'en parlons surtout pas au Congrès, parce qu'il y a un nouveau tsar, Alexandre II, et Alexandre II il va être couronné bientôt tsar autocrate de toutes les Russies, et à l'occasion de son couronnement, il va faire des concessions pour les Polonais, vous allez voir, ça va être très bien. Et donc, si on a l'air de lui donner des ordres, il ne voudra plus le faire. Par contre, si vous le laissez faire tout seul, il fera volontiers des choses pour les Polonais. Bon, d'accord, alors n'en parlons pas. Et du coup, le Congrès de Paris n'a rien fait pour les Polonais. Le problème, c'est que les promesses... elles n'ont pas été tenues et on connaît la suite. Donc pas de Pologne dans le Congrès de Paris et pas non plus de question des lieux saints, qui est l'origine. Et
surtout pas en parler, puisque de toute façon, ce n'était pas l'enjeu de la guerre. Hein. Bon. Donc voilà. Alors le Congrès de Paris, on signe la paix. Là, c'est des affiches qui sont placardées partout avec la paix. Alors vous voyez bien, il y a bien tous les représentants. Alors la France est au milieu parce que ça se passe à Paris, mais personne n'est exclu. Si vous voulez, toutes les puissances sont sur le même plan. Et puis une autre grande affiche là avec le texte lui-même. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez tous les souverains. Enfin non, vous avez les maréchaux, les généraux, etc. Et puis quelques autres figures. Et puis surtout cette allégorie du centre là, dédiée à l'Europe. Voilà. Comme en écho à ce dessin de Daumier, l'Europe arrêtée, dédiée à l'Europe. Moi, je trouve ça assez frappant quand même dans l'état d'esprit, disons, qu'il y a eu à ce moment-là. Alors, ensuite, j'arrive à la dernière étape de ce congrès, c'est que comme ça marchait bien, eh bien, on l'a prolongé. Ce que je ne ferai pas trop sur la conférence, même si elle a l'air de se passer bien. Hein, oui. Et donc, on a rajouté des séances pour discuter de sujets qui n'étaient pas prévus à l'avance et qui ont permis alors, de résoudre certains problèmes et de ne pas en résoudre d'autres. Je m'explique. Il y avait un sujet de droit maritime, donc les juristes peut-être ici connaissent, à la question du droit des neutres en temps de guerre, la question par exemple, les bâtiments sous pavillon neutre en temps de guerre, mais qui transportent des marchandises ennemies, ou des bâtiments ennemis en temps de guerre qui transportent des marchandises neutres. Voilà. Donc la doctrine des Français et la doctrine des Anglais étaient complètement opposées. Et donc ils ont décidé d'harmoniser tout cela et de faire un compromis. Donc il y a eu un acte, et puis l'interdiction de l'abolition de la course des corsaires. C'est le traité de Paris, l'interdiction des corsaires. Donc ça, il y a eu un acte à la fin du Congrès de Paris, qui est voté le 16 avril 1850, qui est adopté à la dernière séance, le 16 avril 1856, sur la question, je ne rentre pas dans le détail, je pourrais, mais ça risque d'être trop long. Donc les juristes, eux, n'ont jamais oublié le traité de Paris, si les historiens l'ont souvent oublié, parce qu'il y a cet apport au droit international public qui est majeur, en fait. Ils ont toujours considéré que c'était un tournant, et à juste titre. Autre point intéressant, alors moins contraignant, mais intéressant quand même, c'est que dans l'une des séances, il est proposé le principe que lorsqu'il y a une crise internationale, on ait recours aux bons offices pour éviter la guerre. Alors c'est pas très contraignant, c'est juste quelques phrases dans un protocole, mais malgré tout c'est mieux que rien. L'idée que donc on fait appel aux bons offices pour éviter que les choses aillent jusqu'à la guerre. Et puis, autre séance qui est restée très célèbre dans l'histoire, le 8 avril, en fait, on fait une séance un peu sur tous les sujets pendants en Europe. Donc ça va être le grand défoulement. Chacun va dire tout ce qui le gêne. Et c'est au cours de cette séance, qui ne pouvait aboutir à rien, mais en elle-même était intéressante, que la question italienne a été posée. Voilà. Et on pose la question, justement, l'occupation des troupes autrichiennes en Italie, des troupes françaises aussi. Hein. Et là, Cavour, le représentant du Piémont, se réveille et fait une grande sortie sur la question italienne. Bon, évidemment, les Autrichiens le contestent, etc. Et ça s'arrête. Mais après, les protocoles, ils sont publiés. Et la publication de ce protocole de la 22e séance du Congrès de Paris a été un choc énorme. Parce qu'un congrès, l'Aréopage, qui avait rétabli la paix en Europe et en Orient, a osé, a pris la question, alors elle ne l'a pas résolue, mais a abordé la question italienne et a donné la parole aux Italiens. Ça, c'est quand même une étape qui a beaucoup marqué. Alors, pour finir, quelques remarques, quelques observations sur le Congrès de Paris, comment est-ce qu'il a été vécu. Voilà, là, je cite justement le numéro 2 de la délégation française, qui, alors, ce n'est pas du tout une déclaration publique, hein, c'est une lettre qu'il écrit à un de ses collègues amis. Donc c'est pas vraiment, il dit ce qu'il pense. C'est pas du faillotage. Et il dit: elle est belle, elle est grande cette paix que nous venons de signer. Durera-t-elle 40 ans comme l'autre? L'autre, 40 ans, c'est le traité de Vienne. Durera-t-elle autant que la paix de 1815? Ne demandons pas à la Providence ses secrets, contentons-nous de ses bienfaits. Quant à l'acteur principal, c'est pas Walewski, c'est Napoléon III. Il n'a jamais eu plus de sang-froid et de calme. L'Europe s'en va enivrée de lui. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage sur le vif d'un diplomate en sortant du Congrès. C'est étonnant, quand même. Et puis, alors dans un autre genre, Bismarck, à l'époque, n'est pas très connu. C'est un diplomate prussien. Il est en poste à Francfort. Et dans un fameux rapport qui a été republié,
on appelle d'ailleurs parfois le rapport magnifique, à ces quelques phrases à propos de la position de la France en Europe à la fin du Congrès de Paris. Pour l'instant, tous les cabinets, c'est-à-dire toutes les puissances, tous les gouvernements de l'Europe, grands et petits, s'évertuent à briguer l'amitié de la France ou à la conserver. Si neuve et si fragile que paraissent les racines de cette dynastie en France elle-même, effectivement, quand on pense aux peu d'années passées depuis le retour, c'est rien, en 4 ans, quel changement incroyable. Hein. L'empereur Napoléon peut faire son choix parmi les alliances qui s'offrent à lui. Et ça, c'est très bien vu, d'abord parce que c'est vrai, et ensuite parce que c'est tout à fait... Napoléon III a fait alliance avec l'Angleterre pendant la guerre. Il va rester d'ailleurs autant que possible. Il y aura des crises avec l'Angleterre, mais il n'y aura jamais de rupture. Hein. Bon, donc il y a une tendance, disons, maintenir une entente. Mais l'alliance pendant la guerre se termine avec la guerre. On va revenir dans un jeu diplomatique. Et Napoléon III a un jeu diplomatique, dès le Congrès d'ailleurs, complètement ouvert. C'est-à-dire on repart un peu à zéro. Et son choix, c'est qu'il a une position suffisamment forte en Europe pour pouvoir tantôt se rapprocher de tel pays, tantôt d'un autre, et de ne pas s'enfermer dans un système d'alliance figé. Il a la liberté. Et là, Bismarck l'a parfaitement compris. Hein. Et donc, sur certaines questions, par exemple l'Italie, en fait, il y aura un accord secret avec le tsar, donc l'ancien ennemi. Sur d'autres, on va rester en bon terme avec l'Angleterre, parfois sur certains sujets avec l'Autriche. Et donc, dans les années qui suivent, on a vraiment quelque chose de un jeu diplomatique très ouvert entre les grandes puissances. Et quand on pense à la suite, vous voyez, on a toujours l'idée des alliances qui déclarent la guerre de 14 avec les blocs d'alliances, la triple entente, la triplice, etc. Ça, c'est le monde après 70. Avant 70, c'est pas comme ça. Il n'y a pas ces alliances en temps de paix où chacun dit voilà, c'est la guerre éclate, j'envoie 300 000 hommes là, etc. Ça n'existe pas à l'époque. Le jeu est beaucoup plus ouvert et du coup plus favorable aussi à un concert européen. Plus souple d'une certaine façon. Voilà. Et donc ça, c'est le point de vue de Bismarck qui a complètement raison. Et alors la conclusion, bien, on va la confier à Hippolyte Després. Le texte est dans les feuilles. Tout nous souriait au début du Second Empire par un heureux ensemble de circonstances aussi bien que par le mérite supérieur des hommes qui dirigeaient la politique française. Le nouveau gouvernement, voilà, il n'était pas si vieux, était en état de saisir l'occasion des grandes entreprises et la Russie nous l'offrait. En gros, c'est la guerre de Crimée. On avait la jeunesse, l'audace, la certitude d'être dans le vrai, la foi sincère en la puissance de notre droit. La France, et alors donc après sur le Congrès de Paris, la France était vengée de ses défaites de 1815 et de l'état de suspicion dans lesquels les cabinets l'avaient tenu presque constamment depuis lors. Ça, c'est la grande question. On n'a pas renversé le système de 1815. Napoléon III n'a pas renversé. Simplement, il est entré dans le système et il en a pris la tête, ce qui est tout à fait différent. Et c'est ça qui s'est passé au Congrès de Paris, en fait. Et donc, l'état de suspicion, au contraire, voilà, tous les gens veulent être amis de la France. L'état de suspicion du temps de la Sainte-Alliance, c'est fini. Elle n'avait pas seulement brisé par les négociations et par les armes l'ancienne coalition, elle reprenait le premier rang parmi les grandes cours. Et pendant d'heureuses et brillantes années, elle gardait d'heureuses et brillantes années, donc toute la période qui suit 56 jusqu'à ce que ça n'aille plus, quoi. Elle reprenait et pendant elle gardait sans opposition, je dirais presque sans rivalité. Elle exerçait une sorte d'arbitrage moral. On la consultait de toutes parts et on l'écoutait. Voilà le témoignage a posteriori d'un diplomate qui était au Quai d'Orsay à ce moment-là. Alors, eh bien, écoutez, pour finir, j'ai envie de dire que, écoutez, oui, vu comme ça, le Congrès de Paris et peut-être bien l'apogée du Second Empire, enfin en tout cas d'un point de vue international, je pense que c'est assez net. Napoléon III, une espèce de pivot du système, il va jouer un rôle. Si on prend l'ensemble du XIXe siècle, il y a eu après 1814, c'est la Russie qui est la principale puissance, disons, sur le continent. L'Angleterre est puissance mondiale. Dans les années 50-60, c'est la France, qu'au fond, qui occupe le premier rang. Et après, ce sera Bismarck avec l'Allemagne. Mais en gros, donc oui, on a là un apogée du Second Empire et peut-être même davantage, au fond, du point de vue de la diplomatie française. Le Congrès de Paris est peut-être bien l'apogée, mais sur une période allant de 1814 à 1914, c'est le moment où la puissance française, d'un point de vue international, a été la plus forte. Voilà, moi je m'arrête là et on va lancer la discussion, puisque tout peut se discuter.